Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée sur mes lives, petite vidéo sur l'Allemagne. Alors pour cela, comme je suis un peu paresseux, je vais reprendre quelques textes de l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre, donc le premier tome de cette véritable encyclopédie de la compréhension du monde. Vous avez le tome 2 qui vient de sortir avec l'éveil des consciences de penser pour moi-même et pour les autres, qui est un petit hommage à Marc Aurèle, que j'apprécie énormément. Donc, je vais vous parler de l'Allemagne. Allemagne, peuple que je connais très bien, comme je connais les Chinois, puisque j'ai travaillé avec les Chinois, et aussi je vais au restaurant chinois, et je regarde des séries Netflix chinoises. Et oui, bon, j'ai aussi lu Confucius, Lao Tzu, et bien d'autres auteurs, puisqu'on m'a reproché de ne pas être un intellectuel, donc je lis quand même, ou plutôt j'écoute, c'est plus facile pour moi. Ah oui, j'ai aussi fréquenté pas mal de Chinois, j'ai été témoin dans un mariage chinois, et puis j'ai vécu avec les Asiatiques en forêt. Alors ce ne sont pas des Chinois, mais ce sont des Asiatiques qui ont quand même certaines particularités. J'ai vécu avec les Hmong du Laos. Alors ce ne sont pas des Chinois à proprement parler, mais ce sont des tribus asiatiques vivant dans les montagnes. Voilà, donc j'ai quand même une connaissance de l'Asie rudimentaire, mais par mes yeux, j'observe et j'analyse, et je suis quelqu'un qui analyse bien. Donc je vais vous parler maintenant de l'Allemagne. Alors pareil, j'ai regardé Dog of Berlin, c'est ça, sur Netflix, qui d'ailleurs est un très très bon film, et on voit l'esprit allemand, qui connaît les Allemands, on voit un peu le côté un peu retors et détourné pour un peu attaquer les Turcs d'une façon cachée, puisque ça se passe à Berlin. Berlin, une ville que je connais bien, puisque j'en ai entendu parler. En vérité, j'y ai vécu aussi pas mal de temps, et j'y passe fréquemment. J'ai dû y passer à peu près 2 ans de ma vie en tout, si je calcule bien ça, et puis je connais quand même l'Allemagne, donc voilà. Donc Berlin, c'est donc la mentalité allemande, on peut le voir dans Dog of Berlin, c'est assez intéressant, puis on peut voir comme l'extrême droite est représentée non pas comme quelque chose, les skinheads allemands, l'extrême droite allemande, qui n'est pas représentée comme quelque chose de foncièrement mauvais, mais un peu comme un thermomètre du ras-le-bol. Donc si ce thermomètre monte trop, on passe des lois, on fait attention, on observe ce que veut le peuple, qu'il soit à gauche ou qu'il soit à l'extrême droite. Donc il n'y a pas de haine proprement parlé de l'extrême droite allemande, ça fait partie de l'Allemagne, comme le centre fait partie de l'Allemagne, et la gauche, et même l'extrême gauche font partie de l'Allemagne, puisque c'est un système, le gouvernement allemand, de consensus entre les partis. Merkel l'avait très bien dit, je crois que c'était à Macron, disant vous dirigez, vous pouvez passer des lois, moi j'ai beaucoup moins de pouvoir que vous, car je suis dans un régime de consensus avec tous les Länder. Donc le chancelier allemand a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Il faut comprendre ça, et je vais essayer de vous parler de la mentalité allemande. Alors non seulement je vis en Allemagne, mais je me suis reproduit allemand aussi. Voilà, donc je connais bien ce peuple, comme Emmanuel Todt connaît bien ce peuple, et moi je le connais bien aussi, et mes gènes sont en Allemagne. Alors j'ai commencé à coloniser l'Allemagne. Voilà. Moi, c'est bien. Je suis monté vers le nord et vers l'est. Voilà. Donc, je vais vous lire quelques petits textes sur l'Allemagne. Alors, j'ai changé ma bouteille de Coca Light par du Fanta Zero Zucker, Zucker d'Elkül. Donc, c'est une boisson, surprise par Coca-Cola, je crois, mais à la base, c'est une boisson allemande créée en 1940 pour remplacer le soda Coca-Cola qui n'était plus possible de boire en Allemagne en guerre. Donc les Allemands ont créé ce Fanta. Donc pour l'occasion, je
bois allemand. En vérité, c'est des jeux bois pas allemands puisque ça a été racheté par Coca-Cola après. Mais c'est pas grave, ça a une histoire. Hein. C'est le Fanta qui est associé au régime nazi, mais qui n'est pas nazi en vérité, qui a juste été un produit de remplacement à cause du fait qu'on ne pouvait plus avoir de Coca-Cola américain. Donc c'était les Américains qui produisaient là-bas. Donc les usines ont été transformées pour faire du Fanta. Voilà. Donc je vais vous lire quelques petits textes sur l'Allemagne pour que vous compreniez ce peuple. Et je lirai aussi des textes de comparaison avec la France. Donc, le premier petit texte s'appelle... Alors c'est la sociologie. Hein. Je suis un grand sociologue. Ce qui va énerver le zététicien de base haineux. Voilà. Alors, le premier texte s'appelle « Ce qui fait l'Allemagne ». Ce qui fait l'Allemagne et le peuple allemand, c'est la germanitude, c'est-à-dire l'appartenance donnée par le sang et la langue. Culturellement, être allemand n'était pas donné par le fait d'être né en Allemagne. L'Allemagne en elle-même n'existe pas réellement, car historiquement, cet État moderne est composé d'un ensemble de territoires et de villes, toutes indépendantes, qui par le passé se faisaient une guerre économique, parfois même une guerre réelle, mais dont les individus unis par la langue et le sang pouvaient migrer au sein de ces territoires germaniques pour offrir leur savoir-faire de ville en ville et d'État en État. L'Allemagne n'est donc pas culturellement un État avec un pouvoir central comme la France, mais une coalition d'États unis par le sang et la langue, ce que l'on peut définir par la germanitude, et dont le fonctionnement global est basé sur le consensus entre États qui la composent. Plus fort que la religion, le sang et la langue, en quelque sorte, la race, sont les liants les plus puissants de l'Allemagne. Et au sein de cette race, entre guillemets bien sûr, l'ordre social est établi sur la méritocratie, c'est-à-dire la sélection par le travail du plus compétent. Ainsi, la noblesse germanique guerrière ou de gestion était toujours subordonnée aux puissances productives, les corporations, qui représentaient la réelle puissance décisionnaire germanique. Pour l'allemand, les principales valeurs unificatrices sont le sang, la langue, le travail et le mérite. Très longtemps, on fut allemand par le seul fait d'être de parents allemands, c'est-à-dire de sang allemand, alors qu'en France, la nationalité était acquise par le fait de naître sur le territoire français. De même, en Allemagne, l'homme est principalement reconnu pour son travail et non par sa naissance et son appartenance à une caste comme en France. En Allemagne, où le climat est plus rude qu'au sud de l'Europe, le travail est la valeur principale, car du travail de tous dépend la survie du groupe à la mauvaise saison. Le travail est donc considéré comme une valeur principale, positive, et le mot Arbeit, travail en allemand, dérive du proto-germanique Arbeit, alors excusez-moi pour les langues, ou orphelin, et donc l'obligation, obligation sans ses parents de travailler pour survivre. Alors qu'en France, le mot travail, en français, qui dérive du mot latin tripalus, qui désigne une torture, donc quelque chose de très négatif et imposé non pas par le climat, comme le travail en allemand, mais plus souvent par l'oligarchie parasite de caste. En Allemagne, le travail libère donc de la soumission à une nature hostile et socialise l'individu en lui donnant sa reconnaissance et sa valeur pour le groupe. En France, pays de caste et traditionnellement de servage, le travail est considéré comme une soumission à la caste dirigeante et une obligation douloureuse, asservissante, marquant souvent l'infériorité. La valeur et le rang supérieur d'un individu n'étant pas donné en France à celui qui travaille, mais plutôt à celui qui fait travailler les autres. En Allemagne, l'homme est donc avant tout reconnu par ce qu'il apporte au groupe par son travail et asocial, et de loin, c'est asocial, et de loin l'insulte la plus virulente ou le dénominatif le plus honteux que peut porter un homme. Être en dehors de la société est donc la honte absolue pour l'Allemagne. En France,
L'insulte se portera sur des caractéristiques intrinsèques de l'individu. Fils de pute, par exemple, marquant la basse extraction, ou enculé, marquant la soumission sexuelle. Une des choses les plus importantes en Allemagne est donc la socialisation, principalement donnée par le travail. Et lors des divorces, la garde de l'enfant n'est pas donnée en alternance au père et à la mère, comme en France, mais la garde de l'enfant sera définie par le lieu de socialisation initiale de l'enfant. L'enfant étant donc considéré comme un rouage en formation d'une société organisée autour du travail, socialisant, et non comme un individu dépendant des deux parents. Le climat rigoureux de l'Allemagne a généré un peuple dont les valeurs principales sont donc basées sur le travail, la méritocratie et le sang, mais aussi sur le combat contre une nature hostile, le combat dans son travail pour s'imposer socialement par l'excellence, jusqu'au combat pour permettre au peuple de s'étendre économiquement et démographiquement. Pour l'Allemand, tout est combat. Et l'important n'est pas la victoire de l'individu, mais son combat permanent contre la nature, son combat pour conserver sa valeur au sein de la société. Et la mythologie germanique glorifie ce combat jusqu'à la mort, comme dans le Crépuscule des dieux mis en opéra par Wagner, où les dieux germaniques finissent dans un affrontement final contre les forces destructrices du monde par mourir, achevant ainsi un cycle et en enclenchant un autre. Cette particularité allemande de glorifier le combat comme une finalité et non un moyen rend l'Allemand créatif et entreprenant. Cela fait de lui un redoutable concurrent économique, cherchant à innover en permanence dans son besoin de défi. Un sportif qui ne s'effondre et ne désespère jamais, car pour lui la victoire est moins importante que vivre le combat. Et par-dessus tout, un redoutable guerrier, prêt à toutes les conquêtes et à combattre jusqu'à la mort comme ses anciens dieux, et pour qui la victoire est moins importante que le combat en lui-même. Cette façon très germanique d'appréhender le travail et le combat est en fin de compte directement liée au climat rigoureux allemand de l'Allemagne. C'est tout simplement un moyen d'éviter l'angoisse de l'avenir et de la mauvaise saison en se jetant corps et âme dans le travail ou le combat, permettant ainsi à tout un peuple de survivre à un climat difficile et d'oublier cette angoisse de l'avenir qui est en fait l'angoisse de l'hiver qui taraude les peuples du Nord. Tout ce qui fait l'Allemagne peut être retrouvé dans le célèbre conte populaire recueilli par les frères Grimm, Le vaillant petit tailleur, ou Das Tapfer Schneiderden, qui raconte l'histoire d'un petit tailleur qui, par son ambition, son intelligence et un peu sa folie, délivre son royaume de la soumission à de féroces géants et finit par épouser la fille du roi, devenant ainsi noble par le mérite grâce à son courage et son intelligence, et non grâce à sa naissance, ce qui contraste avec les contes populaires français, où une princesse est toujours sauvée par un prince, ce prince ayant peut-être dans un premier temps été transformé en bête, et où la princesse ayant été au préalable endormie ou réduite au rang de servante, situation qui n'enlève pas le fait que les princes et les princesses demeurent de sang royal et continuent à appartenir à la caste dirigeante par leur naissance. La méritocratie et le travail sont donc inscrites dans la culture allemande jusque dans leurs contes populaires. Cette méritocratie par le travail étant la valeur suprême d'un peuple uni par le sang marquant le peuple germanique et non la caste comme en France. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fait comprendre ce qu'est l'Allemagne, parce que c'est très dur de comprendre les peuples quand on ne les a pas fréquentés, quand on ne vit pas avec. Heureusement, maintenant vous avez Internet et vous avez aussi Netflix ou d'autres télés qui vous présentent des programmes de tous les pays qui vous permettent de vous familiariser avec les peuples. Là, actuellement, j'étudie les Coréens en allant au restaurant coréen et en regardant des séries coréennes. Bah oui, mais ça aide. Et après, vous pouvez faire de la littérature coréenne et vous déplacer en Corée et éventuellement avoir une copine coréenne. Vous comprendrez encore mieux les peuples. Voilà. Alors, je vais vous parler encore de l'Allemagne et de la France cette fois-ci.
en vous parlant un peu de la façon structure, dont se structure cette société. Donc ce petit texte, ces sociétés. Donc ce petit texte s'appelle Le célibat du prêtre et le mariage du pasteur. Voilà. Il sera question d'Allemagne, bien sûr. Et vous allez comprendre la façon dont s'organise l'Allemagne, et la façon dont, quelque part, l'Allemagne se pacifie et évite les troubles internes. Alors, le célibat du prêtre et le mariage du pasteur. Le choix culturel du célibat du prêtre dans la tradition catholique et le fait que le pasteur protestant puisse avoir une famille ne sont pas directement liés aux valeurs morales qu'enseignent les religions, mais sont en réalité des adaptations au mode de transmission des charges et des biens en fonction des cultures. Si le célibat est imposé aux prêtres dans la religion catholique, que ce soit en France ou en Italie, c'est que traditionnellement, ces deux pays ne sont pas des méritocraties où la situation sociale peut s'obtenir par la valeur du travail, bien fait comme en Allemagne protestante, mais des pays où la situation sociale s'obtient soit par la naissance, comme en France, qui est un pays de caste, soit par la famille, comme en Italie, où ce sont le plus souvent la naissance et les alliances charnelles données par les mariages qui vous donnent votre situation sociale en vous intégrant dans telle ou telle famille. En France, pays de culture celtique de caste, la situation sociale était donc traditionnellement scellée dès la naissance. Vous y naissiez soit noble, soit manant. Vous pouviez même au Moyen-Âge, en tant que serf paysan, être hérité ou vendu par un noble avec les terres auxquelles vous étiez rattaché. Cette structure de caste française, qui ne laisse pas la possibilité sociale d'évolution, était associée à un système d'héritage basé sur le partage de l'héritage familial. Mais pour ne pas voir les structures de production agricole, qui sont les terres appartenant aux nobles, se morceler entre les fils lors des héritages, et ainsi voir s'amoindrir la puissance productrice du fief, il était traditionnellement accepté de donner en héritage dans la noblesse la charge, la possession et l'administration des terres avec les paysans qui les travaillaient au fils aîné. Quant aux cadets, pour éviter de trop les léser en leur donnant lors des héritages que des miettes, ce qui aurait généré pour les cadets du ressentiment et des tentatives de récupération violente des possessions des aînés, plongeant le pays tout entier dans le chaos d'une guerre interne, il était commun de les intégrer à l'armée ou de les former à des charges ecclésiastiques, pour les occuper ensuite dans le confort et le luxe de l'Église catholique française, leur enlevant ainsi toute velléité consécutive à l'absence d'héritage, amplifiée par l'inaction. Cette intégration dans l'Église des cadets de la noblesse était bien sûr liée à l'obligation de ne pas engendrer, non pas comme il était justifié hypocritement pour se consacrer exclusivement aux œuvres du Seigneur, ce qui demande toute la vie d'un homme, mais pour subtilement empêcher une descendance masculine oisive de venir réclamer ses droits sur un héritage de charges et de terres, ce qui aurait risqué de plonger le pays dans de violents troubles sociaux, affaiblissant l'État et le rendant vulnérable aux attaques des puissances étatiques voisines. Enfin, ces cadets de la noblesse intégrés à l'Église pouvaient enseigner à un peuple d'esclaves la soumission pieuse à la noblesse comme volonté divine, tout en leur offrant l'espoir d'une vie meilleure après la mort, au paradis s'ils s'étaient comportés honnêtement, sans remettre en cause l'ordre établi sur terre, qui découlait bien sûr, lui aussi, de la volonté divine, c'est-à-dire accepter pieusement leur situation de serfs appartenant à la noblesse dont était issu le clergé qui leur enseignait cette soumission. C'est ainsi qu'en France, les membres de l'Église catholique sont devenus célibataires par obligation pour éviter les troubles sociaux qu'auraient pu entraîner les demandes de morcellement des structures productrices que les enfants hypothétiques d'un clergé traditionnellement noble auraient demandé en héritage. Cette mise en place du célibat pour les membres de l'Église en Italie découle de causes presque analogues, car bien que l'Italie n'ait jamais été un pays de caste comme la France, et qu'au sein
des corporations, une certaine méritocratie ait toujours perduré, les villes italiennes, puissances économiques, commerçantes, toujours indépendantes, étaient traditionnellement gérées par de vieilles familles. Pour éviter les luttes fratricides et les guerres de palais qui auraient pu désunir les familles dirigeantes, entraînant du même coup des troubles sociaux dans les cités italiennes, troubles sociaux pouvant rapidement générer un grave déclin économique des villes dû à leur abandon par les riches corporations, il était traditionnel en Italie, pays administré par de riches familles, d'occuper les cadets de la noblesse des cités à des charges ecclésiastiques, ou dans le luxe exubérant de l'église italienne et la luxure à peine voilée, ils pouvaient oublier le fait d'avoir été dépossédés des charges administratives familiales qui leur auraient conféré le pouvoir sur la cité. Ainsi, en Italie, comme en France, le clergé avait primitivement comme principale fonction, bien avant celle de calmer le peuple et de l'unir autour de rites communs, d'occuper les cadets de la noblesse afin qu'ils ne cherchassent pas à récupérer les charges d'administration des terres et les outils de production donnés aux aînés, ce qui aurait entraîné le morcellement et l'affaiblissement des outils de production, et par là l'affaiblissement de l'État et l'appauvrissement du peuple. Affaiblissement de l'État, appauvrissement du peuple qui sont toujours la cause de troubles sociaux, de guerres civiles et de tentatives de conquête et de prédation sur l'État affaibli par les puissances économiques et les États voisins. On en revient tout le temps aux mêmes choses, tout est économique. Tout est énergétique, tout est calorie, comme je vous l'explique toujours. Quant à la Germanie, et on y arrive, et vous allez comprendre les Allemands, comme je les ai compris. Quant à la Germanie, qui donna l'Allemagne moderne, et dont la structure sociale n'était pas si éloignée de celle de l'Italie, avec ses nombreuses villes indépendantes qui rivalisaient pour attirer à elles commerçants et ingénieurs, elle différait principalement de l'Italie commerçante et de ces villes par son système d'héritage typiquement germanique, d'où découla le protestantisme, qui fut en fait moins une histoire d'opposition aux dogmes religieux qu'un rejet du catholicisme italien et de son organisation sociale incompatible avec la méritocratie germanique millénaire induite par le système d'héritage. En effet, si les charges et les biens étaient en général hérités en France et en Italie par l'aîné de la fratrie, les cadets, en absence de méritocratie, trouvant leur place soit dans l'armée, soit dans les ordres, la situation était bien différente dans le monde germanique. Si dans la culture germanique, l'aîné héritait des charges, des terres et des outils de production, évitant par là le morcellement de l'héritage paternel et de l'affaiblissement des outils de production faisant la puissance économique des villes et des États allemands, la situation des cadets était quant à elle intelligemment gérée par un système millénaire de méritocratie appliqué dans toutes les zones culturelles germaniques. Si l'héritage allait à l'aîné, les cadets étaient en général formés à un métier et allaient ensuite tenter leur chance en parcourant les régions et les villes allemandes pour faire valoir leurs qualités professionnelles et trouver un travail. Le travail et la valeur individuelle étant les choses les plus importantes dans la société germanique. Les cadets, les plus travailleurs et les plus doués, trouvaient obligatoirement une fonction dans une administration, dans l'armée ou dans un outil de production hérité par un aîné. La carrière des cadets pouvait donc se réaliser sans difficulté majeure si ceux-ci, bien sûr, étaient compétents dans leur domaine professionnel. De plus, si l'héritier vieillissant d'un outil de production n'avait pas engendré de garçon, il était fréquent qu'il présente sa fille à son meilleur employé, qui était alors souvent un cadet déshérité, pour se marier afin que ce dernier reprenne par cette alliance la structure productrice tout en assurant l'avenir économique de la lignée de son employeur. Dans cet univers germanique, il est évident que l'avenir des cadets déshérités des riches familles ne posait pas vraiment de problème. Ceux-ci pouvant, par leur formation et la méritocratie propre au monde germanique, trouver leur place dans la société sans que cette société soit obligée, comme en France et en Italie, de créer des fonctions dans les ordres religieux pour les accueillir afin d'éviter les troubles sociaux consécutifs à l'oisiveté due à l'absence de fonction des cadets pouvant générer des rébellions violentes contre le système. Dans cette société germanique, l'Église
avait donc comme principale fonction d'unir les hommes par des croyances et des rites communs, et ne servait pas, comme en Italie et en France, à accueillir et à stériliser par du célibat les cadets déshérités des riches familles. Ainsi, l'Église protestante allemande, qui apparut après la réforme du catholicisme inadaptée à la méritocratie germanique, généra une nouvelle race de prêtres, les pasteurs protestants, pouvant se marier et procréer sans entraîner de désordres sociaux affaiblissant l'État. Voilà, petit texte d'une grande profondeur et d'une grande intelligence, comme j'ai l'habitude de vous en faire et de vous en écrire pour que vous compreniez le monde. J'essaye de prendre des termes simples pour être compréhensible de tout le monde, hein, parce que je n'ai pas forcément que des universitaires qui me suivent. J'ai aussi des gens qui, sans avoir de cursus universitaire, cherchent à s'instruire et sont souvent d'une grande intelligence et s'intéressent à tout, donc je les instruis. Voilà, donc bien sûr on n'aura pas de zététiciens ici, hein, ou s'ils viennent, ça sera pour balancer tout le temps leur merde en message, mais vous savez, progressivement je les élimine, hein, de mon YouTube. J'en ai éliminé plusieurs milliers, et j'en avais certains qui m'avaient écrit, le record c'était 474 messages d'insultes. Le zététicien est un fou, mais il y en a en plus qui me menacent de mort. C'est une secte, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc je vais vous lire un dernier petit texte pour bien que vous compreniez la méritocratie allemande. Et c'est toujours intéressant de comprendre ses voisins qui, même s'ils sont très proches, sont quand même très différents de nous. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi extrêmement puissants économiquement et qu'ils ont gardé une industrie qui nous écrase complètement. Nous on l'a perdue parce qu'ils ont cette tradition de formation d'élite qui vont courir les Länder, hein, pour essayer de réussir leur vie dans la lutte entre eux, hein, dans la concurrence interne à cet État allemand. Hein. L'Allemagne, c'est le pays de la méritocratie. On peut avoir les cheveux verts, être LGBT, gauchiste ou avoir des tendances skinhead. Au boulot, on est au boulot, hein, et on bosse et on regarde essentiellement votre production et ce que vous apportez au groupe. L'allemand est bien différent du français. Voilà. Alors, dernier petit texte s'appelle « Méritocratie germanique et héritage du fils aîné ». Voilà. Si la société germanique est foncièrement méritocratique, ce n'est pas que l'allemand ait un plus grand sens de la justice sociale et de la reconnaissance du travail de l'individu qu'ailleurs. Mais c'est avant tout que, par un principe organique de rééquilibrage énergétique, la méritocratie était fondamentale à l'équilibre de la communauté, car une partie de la société germanique avait basé ses règles d'héritage sur la reprise des affaires familiales et des biens par le fils aîné. Cet héritage de l'outil de travail paternel et des terres par le fils aîné entraîne obligatoirement la conservation au sein de la société germanique de la méritocratie, car permettant par rééquilibrage de ne pas léser les cadets méritants qui pouvaient par leur courage, leur valeur professionnelle et leur intelligence progresser socialement et par là compenser l'absence d'héritage familial. Ainsi, la méritocratie allemande n'est pas le choix moral d'un peuple, mais une obligation découlant de la façon dont les biens sont transmis de génération en génération. Tout est calories, hein, je vous l'explique encore, on est peu de choses. Cette façon de transmettre les biens et les affaires familiales à l'aîné a structuré la société allemande et est à la base de la puissance germanique actuelle. En effet, une société où l'outil de travail et la terre productrice d'énergie ne sont pas divisés entre les héritiers mâles permet de maintenir dans cette société de puissantes entreprises commerciales, industrielles ou agricoles qui pourront plus facilement, par les importants bénéfices qu'elles feront, se moderniser pour continuer à produire de génération en génération pour la communauté, plutôt que de s'étioler et de s'affaiblir par le morcellement entre les héritiers, comme on peut le voir en France. Ces grosses structures productrices allemandes furent et sont encore les éléments les plus puissants de la société germanique.
car elles constituaient, pour les hommes qui les dirigeaient, le réel pouvoir décisionnaire de la société germanique, choisissant par les corporations qui les représentaient les hommes politiques, les princes et les nobles qui les administraient, les défendaient et leur étaient subordonnés. Ceci est à mettre en comparaison avec la société française primitive, dont le roi et la noblesse, à ses ordres, étaient la force décisionnaire la plus puissante, la noblesse possédant les terres et les hommes qui les faisaient fructifier par leur travail, administrant l'État et imposant les artisans et les industriels pour continuer à régner tout en conservant leur train de vie luxueux. Dans cette société française, la méritocratie n'avait donc aucune réelle valeur, car l'ordre social était maintenu par un puissant système de castes où chacun restait à sa place grâce à une administration centrale extrêmement performante qui régissait tout l'État. La société allemande est donc à la base, par son système d'héritage du fils aîné, une méritocratie sans État centralisé comme en France, où des villes ou des petits États dirigés par des puissantes corporations et administrés par une noblesse élue et subordonnée aux puissances productrices, se font une guerre économique en attirant à eux les fils cadets de toute la Germanie, cadets qui pourront monter socialement par leur travail méritant au sein des puissances productrices dirigées le plus souvent par l'aîné d'une fratrie. Ce système germanique d'héritage de l'aîné, entraînant la méritocratie pour les cadets, est ainsi à la base du morcellement administratif de l'Allemagne moderne et de son système politique et social basé sur le consensus entre États et les partis politiques, mais est aussi à la base de la force industrielle et innovante allemande, directement issue de la concurrence économique entre toutes ces villes et ces régions indépendantes qui forçaient les entreprises familiales à attirer à elles les meilleurs éléments issus des cadets déshérités pour faire fructifier ces structures productrices afin de survivre à la concurrence. Cette méritocratie germanique, directement issue d'un système d'héritage ancestral, est perceptible dans l'instruction morale véhiculée par les contes populaires allemands. C'est ainsi que, comme je vous l'ai dit, que dans le célèbre conte pour enfants recueilli par les frères Grimm, Le vaillant petit tailleur, en allemand, Das Tapfer Schneiderden, un petit tailleur, un peu inconscient, courageux et très malin, sauve le royaume de la tyrannie de géants et en récompense de son courage, marie à la fille du roi. Ce qui est à mettre en comparaison avec les contes populaires français, comme je vous l'ai dit déjà, où un prince transformé en crapaud ou une princesse rétrogradée au rang de servante et vivant comme un souillon retrouvons à la fin leur véritable nature noble ou royale, épouseront une princesse ou un prince ou un roi, retrouvant par là le rang hérité de leur noble naissance. Alors que la culture populaire allemande véhicule la méritocratie dans ses contes pour motiver à la réussite les jeunes garçons, la culture populaire française a tendance à encenser la stabilité de la hiérarchie des castes ancestrales en accord avec la structure centralisée de la France. Cependant, ne nous méprenons pas. Si la France est un système de castes sans possibilité de mobilité sociale, donc sans méritocratie, la méritocratie allemande ne s'exerce que dans le cadre de la société germanique, la germanitude ne s'héritant que par le sang et générant une conscience raciale qui fut à la base de la force, mais aussi de tous les excès du peuple allemand. Ah oui, le racisme allemand et le fait de considérer l'autre comme un sous-homme. Oui, bien sûr. C'est l'Allemagne avec ses grandeurs et l'Allemagne avec ses faiblesses que ces grandeurs engendrent. Voilà. Alors ce sont des mentalités vraiment différentes que l'on peut voir. Par exemple, en France, on discutait récemment, les gens gueulent en permanence et n'ont absolument pas confiance dans leurs dirigeants parce qu'ils savent très bien que leurs dirigeants ne sont pas choisis pour leurs compétences mais pour leur capacité à utiliser des réseaux, à contourner le système pour essayer de monter socialement, c'est-à-dire que ce soit dans le travail ou en politique, faire les bonnes alliances, cirer les pompes à qui il faut et trahir au bon moment. Donc on n'a pas forcément
le plus méritant ou le meilleur spécialiste qui arrive au poste de direction, mais celui qui a su jouer de ses alliances et trahir au bon moment pour avoir le poste. Donc les Français se méfient tout le temps de ceux qui les dirigent ou ceux qui les commandent. Donc ils font des grèves, ils ne sont pas contents, et ça ralentit bien sûr notre économie, ce qui est normal, puisque on n'a pas tellement confiance dans ceux qui nous dirigent, puisqu'ils sont souvent mauvais, puisqu'ils ne sont pas choisis pour leur capacité dans le domaine qu'ils doivent, dans le domaine où ils prennent leur poste de direction. Donc c'est un problème. C'est un problème français. En Allemagne, on n'a pas ça du tout. On a des gens qui discutent entre eux et des gens qui vont obéir aux ordres sans, en général, remettre en cause les ordres du chef, de celui qui dirige, de celui qui a été nommé. Car traditionnellement, s'il est à son poste, c'est qu'il a la qualité d'avoir ce poste et qu'il a montré qu'il méritait ce poste par le travail qu'il a effectué, donc par son mérite. C'est une méritocratie. Alors c'est extrêmement efficace au niveau industriel. Le problème, c'est quand un dirigeant se trompe, il n'est pas remis en cause, comme en France, par exemple, par ses subordonnés, puisqu'il est censé être bon. Donc vous avez comme ça des problèmes qui peuvent arriver, c'est-à-dire que tout marche bien, mais à un moment, on va suivre le dirigeant et on arrive sur de grosses catastrophes, donc il n'y a pas de garde-fou, si vous voulez, parce qu'on a 100% confiance dans celui qui a le poste de direction, parce qu'en général, il est méritant. Alors je dis tout le temps, c'est ainsi que des Allemands persuadés que leurs dirigeants avaient raison se sont retrouvés piégés en Russie, en plein hiver. Allez, à Moscou, on va gagner, sans s'apercevoir que leurs dirigeants avaient un peu perdu la boule et étaient rentrés dans un comportement de folie. Et oui, c'est le problème allemand, puisque c'est une réelle méritocratie. Donc voilà, petit texte pour vous faire comprendre l'Allemagne, pour vous faire comprendre un peu l'Europe aussi, la façon différente dont les peuples s'organisent, et pour vous faire comprendre comment fonctionnent ces peuples. Alors bien sûr, en France, on pourrait vous parler de ce système de contournement où, comme il n'y a pas de méritocratie par le travail, vous voyez que le travail ne paye pas en France, ce sont que des petites castes, des petits groupes de pouvoir qui se tapent dans les jambes, que ce soit à gauche, à droite, au centre. Il y a même les complotistes, les anti-complotistes, et tout le monde se fait la guerre. Et au sein de ces groupes, ils se font aussi la guerre. Vous pouvez voir aussi, par exemple, chez les zététiciens qui se mettent à me harceler, ces pauvres cons. Et entre eux, ils se font la guerre. Il y a plusieurs écoles zététiciennes qui essayent de reprendre le pouvoir. On ne se bat pas pour le bien général, pour le bien commun, mais on a des petites luttes entre petits barons, petits ducs, petits cheffaillons de merde pour avoir du pouvoir sur des abrutis qui vont être charmés par la façon de parler plus ou moins précieuse des individus. On retrouve ça bien sûr dans les contes populaires, où les gens essayent de monter socialement, que ce soit Balzac avec de Rubempré. Ah oui, j'ai quand même une culture, je suis culturé. Où on voit ce garçon, un demi-noble, qui essaye de faire valoir sa demi-noblesse héritée par sa maman, donc c'est pas le top, pour essayer de monter à Paris, en couchant avec des nobles divorcés, et par le zizi, si vous voulez, donc la promotion canapé, et il échoue dans un premier temps. Et nous avons aussi Maupassant avec ce magnifique roman Bel Ami. Bel Ami, c'est la montée sociale d'un militaire fils de paysan qui a belle allure. C'est un bel ami, il se regarde dans les yeux, il se trouve beau, il séduit toutes les femmes,
Et il fait une montée sociale jusqu'en politique en devenant journaliste. Alors c'est pas lui qui écrit les textes, c'est les femmes qui baisent, bien sûr, hein, et qui sont des femmes de riches nobles ou bourgeois, hein, patrons de journaux. Hein, et il finit par monter socialement en se faisant aider par les femmes des riches qu'il baise. Hein, promotion canapé, tout le monde, c'est la France, hein, de cette noblesse. Ben, on le voit actuellement hein, sur tous les réseaux sociaux avec tous ces cinéastes qui couchent à droite et à gauche. Hein, on monte par la caquette en France puisqu'on ne peut pas monter par le travail. Hein. Gérard Miller, qu'est-ce qu'il y a encore je ne me souviens plus des noms. Tous ces scandales de people qui couchent, hein, et tous ces politiques aussi, non, c'est la France, hein, c'est minable. Donc on voit Bellamy, lui, qui monte socialement en couchant avec les femmes des riches, en couchant avec les filles des femmes des riches qu'il a déjà culbuté pour finir au Sénat ou au Parlement. Donc une belle vie de Français qui montent socialement, non pas par le mérite, mais par la coucherie et la relation. Malheureusement, c'est ça, hein, c'est la France. Et tous les romans français sont écrits autour de ça, puisque les grands romanciers français parlent du monde qu'ils connaissent. Hein. Proust, petit Proust que j'adore, que j'aime énormément, dans La recherche du temps perdu, et derrière en filigrane, hein, on voit la montée sociale hein, d'une prostituée hein, qui a commencé jeune dans les bordels de la Côte d'Azur, qui ensuite épouse un juif, fils d'agent de change, qui est amoureux d'elle, et donc qui lui apporte la fortune. Ce juif amoureux d'elle meurt, elle se retrouve avec une fortune, mais on la boude un peu, parce que c'est l'ancienne putain. Après, elle est devenue call girl. Hein. Elle couchait avec l'oncle du narrateur dans La recherche du temps perdu. Oui, j'ai lu toute La recherche du temps perdu. Et ensuite, elle va avec Swann, cet agent de change juif, qui n'est pas reconnu, qui est aimé pour son argent, mais qui n'a pas accès à la reconnaissance réellement sociale, puisqu'il reste juif et riche, mais il n'a pas la noblesse. Hein, il n'a pas ce que recherche la bourgeoisie. Hein. Et ensuite, cette femme qui a hérité de Swann épouse un noble désargenté et elle a à ce moment-là le titre. Et quand elle a le titre, elle peut avoir, en fin de compte, ses salons, elle est riche, noble par ce dernier mariage. Elle a la totale après avoir été putain. Hein, et à ce moment-là, ces salons se remplissent de toutes les pétasses de la ville, les bourgeoises et les femmes d'aristocrates qui viennent à son salon littéraire où on discute un peu de tout, parce que c'est devenu la fille à la mode, la femme à la mode, la bourgeoise, la noble riche qui a hérité de la noblesse par son dernier mariage et de l'argent par son époux juif, agent de change mort. C'est la France. La montée sociale ne se fait pas par le mérite, elle se fait souvent par les relations que l'on a, par l'amitié, par les cirages de pompe, hein, et par le fait d'écarter les cuisses ou d'avoir un bon coup de rein. C'est la France du non-mérite, mais qui laisse sa chance aux gens capables de jouer, de séduire ceux qui les entourent. C'est un pays de séducteurs. C'est pour ça qu'on peut avoir des hommes jeunes et dynamiques sortis d'un chapeau qui deviennent présidents de la République. Voilà. C'était Frédéric Delavier. Je n'attaque pas du tout Macron, mais c'est le chemin qu'il a dû prendre. Voilà. C'était Frédéric Delavier, Cheikh Delavier, qui vous parlait de la mentalité des Allemands, mais aussi des Français. Je vous aime et paix sur terre, mes frères.